bienvenue sur le plateau TV en live du Salon du Cheval de Paris. Alors, on va faire une petite pause cheval. On va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Vous allez comprendre dans un instant quelle est la relation entre le sujet dont on va parler et le Salon du Cheval. Nous allons parler de mort subite. Oui, ça paraît assez incroyable de parler ici de cette cause. Une cause effectivement menée par Sophia Nara, fondatrice de Triomphe du cœur, une initiative née d'un drame familial dont on va parler dans un instant, transformée en mission d'intérêt général. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir sur votre plateau. Eh bien, ravi de pouvoir vous accueillir, vous, pour parler de ce sujet qui peut toucher tout le monde. Complètement. Et on va en parler dans un instant. Et vous êtes accompagné du professeur Xavier Jouvent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue et chercheur de référence internationale sur la mort subite. Et vous êtes également directeur du centre d'expertise mort subite. Et on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce que vous faites dans votre vie, justement, pour parler de ce sujet. Et enfin, professeur Alban Redel. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes chef du département d'imagerie cardiovasculaire et thoracique, aphp.su. Ça signifie quoi? Sorbonne Université. Sorbonne Université. Et vous êtes également à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en tant que responsable scientifique de la plateforme de recherche en imagerie cardio-métabolique, LICAN Imaging, c'est ça? Merci, oui. Alors, on va essayer de comprendre un peu la raison pour laquelle on aborde ce sujet. Sophia, je vais te laisser la parole. Tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que le triomphe du cœur est présent ici au Salon du Cheval. Tu es cavalière, toi? Alors, j'étais cavalière, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. J'ai ma sœur qui est cavalière professionnelle. On baigne dans ce milieu depuis beaucoup d'années. Donc, on s'est créé un grand réseau dans le milieu du cheval. Et d'où le Salon du Cheval de Paris, étant donné qu'Emmanuel Semo est l'un de mes meilleurs amis et qu'on a partagé énormément de moments sur les concours épiques. Et du coup, je le remercie énormément de nous partager cette chance hors norme, de nous donner de la visibilité pour le fonds de dotation. On avait un papa qui était très présent dans nos compétitions équestres, énormément accroché à nous suivre sur les concours. Et c'est vrai que pour nous, de relier le milieu équestre et le milieu médical, pouvoir en parler et pourquoi pas aider des familles, ça nous tient vraiment à cœur. Le triomphe du cœur, c'est quoi? Le Triomphe du cœur, donc c'est un fonds de dotation familiale et via des animations caritatives, des événements caritatifs, on aide à soutenir nos professeurs qui, via la recherche médicale, les données médicales qu'ils ont, ils vont pouvoir faire de la prévention sur la mort subite de l'adulte. Et nous, en fait, c'est comme ça que l'on a voulu faire notre deuil, si je puis dire, pour éviter que ce soit trop douloureux. On a préféré en faire une force et du coup, on crée un fonds de dotation. Et une mission presque En fait, aussi. voilà, c'est une mission pour nous. Si on peut aider d'autres familles à éviter le drame que l'on a vécu, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et Ouais. oui, faire de la prévention, La prévention, en c'est parler. le but du jeu aujourd'hui. Et Complètement. c'est vrai que c'est une belle vitrine aussi pour Oui. les amoureux du cheval, dont vous faites partie. Complètement. Et dont votre papa faisait Ah partie oui, aussi. très accro. Il adorait vous accompagner sur les compétitions. Oui. Et alors, au Salon du Cheval, on peut en parler, hein, il y a une sculpture Complètement, qui est mise en vente. Ouais, elle est au point info. Il y a un QR code qu'on a mis aussi sur les réseaux que l'on scanne. Il y a 5 € pour prendre un ou plusieurs tickets. Et demain, C'est une tombola, c'est ça? Voilà, une tombola. Et demain, avant le Grand Prix, il y aura le tirage au sort pour remporter cette magnifique sculpture qui a été sculptée par un grand sculpteur, Gérard Lartigue, qui a sculpté le buste de mon papa au Père-Lachaise. D'accord. Donc ça a vraiment une histoire. Cher médecin, cher professeur, en tant que médecin et chercheur, que ressentez-vous lorsque des familles justement transforment un drame intime en un gigantesque collectif? Et est-ce que ça change la dynamique de la recherche? Alors, effectivement, je dois vous dire que donc, l'arrêt cardiaque, hein, la mort subite, ça touche à peu près 40 à 50 000 personnes par an en France, donc c'est très fréquent. Ça touche même les chevaux. Hein. Oui. C'est vrai, on n'en parle pas assez, c'est vrai. Et donc c'est un vrai fléau et après on reçoit les familles et on essaye de voir de quoi est-ce que la personne est décédée, on essaie de rechercher chez les proches éventuellement des anomalies qu'on pourrait corriger pour pas que ça survienne. Mais je dois vous avouer qu'au-delà du côté cardiovasculaire de la consultation, il y a un côté psychologique qui est très fort parce que c'est une épreuve extrêmement douloureuse, mais terriblement douloureuse. C'est le côté subi qui est très une injustice difficile. terrible parce que les gens n'ont pas eu le temps de faire un deuil, une maladie
une maladie comme un cancer, c'est Oui. très triste, mais on se prépare C'est psychologiquement. instantané. Là, le matin, la personne était vivante, elle n'avait rien. Le soir, elle n'est plus là. Elle est morte et elle n'est plus là. Il n'y a même pas de cause. Donc, ça détruit des familles. Et je dois vous avouer que c'est extrêmement rare que des familles aient la force de passer par-dessus cette douleur pour s'investir dans quelque chose qui va justement rejaillir sur quelque chose de positif. C'est trop douloureux pour 95% d'entre elles. Donc, c'est vraiment une minorité. Oui. Oui, ça n'enlève pas la douleur, hein, Sophia. Hein. C'est juste que ça devient tout d'un coup une mission, comme tu disais. Hein. C'est vraiment fort. Et donc, pour vous, ça change la donne. Ça vous aide quand il y a des collectifs qui sont créés. Alors Comme oui, celui-ci. ça nous aide parce que on a beaucoup souffert d'un déficit de connaissances. Quand on a commencé, il y a déjà longtemps, il y a 20, 25 ans, c'est pas non plus très lointain. On disait, voilà, il y a des arrêts cardiaques, des morts subites de l'adulte, il y en a 40 000 à 50 000. Et on disait, mais Jouven, vous doutez bien que s'il y en avait autant, on le saurait déjà. Ouais. Et maintenant, on ne le savait pas. On en Bien sûr. comptait 1000 par an. Il y en a 1000 qui étaient comptés officiellement. Il a fallu vraiment pour convaincre. Et donc, d'avoir de l'aide, des relais, des gens qui s'investissent et qui témoignent eux-mêmes. Et alors, leur poids, évidemment, est important. Quand ils parlent eux-mêmes, tout le monde sait très bien que leur mari, leur père, ou leur frère, leur sœur, enfin, est décédé. Et donc, ça, évidemment, émotionnellement, ça convainc beaucoup. Ça convainc presque plus que des chiffres. Donc l'engagement émotionnel, personnel est très important. Ouais. On en connaît. Enfin, moi, personnellement, je connais une personne de 47 ans, Oui. un sapeur-pompier volontaire qui, en jouant au foot, voilà, il est Oui. parti de chez lui le matin, il est revenu, voilà, il avait un orphelin à la maison. C'était, Oui, c'est l'histoire typique. donc ça bouleverse des vies complètement. Et donc là, le but du jeu, le but d'aujourd'hui, eh bien, c'est de sensibiliser le public du monde du cheval donc à cette mort subite. Quelles sont les personnes, quel genre, quel type de personnes cette mort subite peut toucher? N'importe qui? Les enfants comme les adultes? Alors, ça touche tout le monde. Évidemment, il y a à peu près deux groupes. Il y a la mort subite, disons, du sujet relativement jeune, avant l'âge de 40 ans. Et puis la mort subite de la personne après 40 ans. Après 40 ans, c'est surtout lié à des facteurs de risque cardiovasculaires classiques. Et puis, qui se compliquent d'un orage rythmique à un moment, voilà. Oui. Et puis, avant l'âge de 40 ans, c'est lié à beaucoup plus de choses diverses. Il y a plein de raisons diverses. Et c'est pour ça aussi que c'est très, très difficile d'identifier les gens à risque, parce qu'il y a plein de causes différentes. Ouais, c'est ça, c'est difficile de cibler finalement et de donner un chiffre un peu plus précis. On parle beaucoup du rôle des maladies cardio-héréditaires. Quels sont les signes d'alerte à ne pas négliger? Je pense que sur les maladies héréditaires, la syncope, par exemple, la syncope, c'est la perte de connaissance subite, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Oui, sans forte à prendre en émotion, compte. parce que c'est vrai qu'il y a des syncopes qui sont liées à des grandes émotions. Ça peut être un signe ou pas? Ça, c'est un signe qui est très grave. Dans ces maladies que vous évoquez, les maladies héréditaires, si on prend l'exemple de la cardiomyopathie hypertrophique, où il y a une mutation précise, des mutations précises qui sont identifiées, qui causent la maladie, ça fait vraiment partie des signes qui sont vraiment extrêmement importants. Donc. Et évidemment, ensuite, la problématique va être celle du dépistage des sujets qui ont dans leur famille une mort subite, surtout chez un sujet jeune de moins de 50 ans. Si on sait qu'il y a une cardiomyopathie dans la famille, on peut le savoir déjà, de temps en temps, c'est très important. Bien sûr. S'il y a des anomalies rythmiques, également sur l'électrocardiogramme, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, des signaux d'alarme qu'il va falloir prendre en compte et là lancer un dépistage avec vraiment une consultation spécialisée. Alors c'est vrai que pendant ces 3 jours du Salon du Cheval de Paris, on parle beaucoup du bien-être des animaux et on reçoit beaucoup de vétérinaires qui nous disent qu'il faut faire de la prévention, il faut faire des examens, mais en fait il faut aussi à nous humains faire de la prévention. Aller voir un cardiologue finalement devrait faire partie de son cursus médical. À quel moment on va voir un cardio? Alors, Même quand ça va bien, on va aller vérifier que tout va bien? Déjà, il faut rappeler une chose, c'est que le sport est bénéfique pour Oui. tout le monde. Il faut faire du sport. Ce qui est dangereux, c'est de ne pas faire de sport. Voilà, première chose. Et on fait bouger le cardio quand on est à cheval. Eh ben, tant mieux. Un Oui. 45 secondes sur un Ah ben, terrain, bien sûr, on sent le bien sûr, palpitant surtout qui est sur en un voie. cross. Oui. Ah oui, le cross encore plus. Mais donc, faire du sport, c'est excellent. Donc, il n'y a pas besoin d'aller voir un cardiologue avant de faire du sport. Il ne faut pas médicaliser le sport. Par contre,
Et c'est pour ça qu'on a modifié, vous savez, maintenant, il n'y a plus besoin d'une visite d'autorisation pour faire du sport, c'est des questionnaires. Non, 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 ça suffit. Il faut répondre non à tout. Alors, il faut répondre la vérité, il ne faut pas répondre non à tout, mais il faut répondre la vérité. Non, mais c'est Parce une que- réalité aussi. On n'a Voilà. pas forcément envie de s'embêter à. Et quelque part, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que quand il y avait un certificat, c'était souvent des certificats sur un bout de table. Oui, c'est bon, pas de un peu de complaisance, vous voyez. Il n'y avait pas vraiment d'examen clinique qui était fait. Très peu de médecins prenaient vraiment ça au sérieux. Et des certificats, il y en avait des C'est dizaines, des vrai. centaines de milliers Oui, qui étaient je faits. pensais que tous les médecins, moi, les squats qu'on m'a fait faire, à chaque fois qu'il fallait que je demande ma licence compétition, on me faisait faire 20 fois pour voir mon cœur, comment il était avant, après, et 1 minute après, je crois, c'est ça. Ça, c'était consciencieux. Enfin, moi, Eh je ben suis ça, toujours voilà, tombée. eh ben ça c'est très consciencieux, mais c'est très rare. Et C'est donc, vrai et donc, il vaut mieux qu'il y ait un Mais c'est très questionnaire bien. pour tout le monde. Oui. Et si, effectivement, dans le questionnaire, vous dites, oui, dans ma famille, il y a quelqu'un qui est décédé jeune, ou oui, moi, j'ai un peu des palpitations, ou alors, là, en ce moment, je suis un peu fatigué de manière anormale, ou j'ai un peu mal dans la poitrine. Là, à ce moment-là, si vous avez répondu oui, à ce moment-là, effectivement, on vous enverra voir un médecin. Il faut faire un dépistage d'abord, et ça, ce dépistage, il est personnel. C'est chacun qui doit prendre en compte sa propre santé. Et ça, c'est majeur, parce que non seulement c'est pour le dépistage, mais c'est aussi pendant la compétition. Et pendant la compétition, si vous avez quelque chose qui survient, eh bien, il faut prendre ça au sérieux et à ce moment-là, peut-être ralentir ou même arrêter si c'est une course à pied ou si c'est une balade ou même une compétition. Si vous sentez que ça va pas bien, il faut arrêter. Voilà. Et ça, la responsabilisation personnelle et l'écoute de soi-même est très importante. Et je dois vous donner un chiffre pour l'arrêt cardiaque pendant le sport. 90% des arrêts cardiaques pendant le sport concernent des hommes. Et il n'y a que 10% qui concernent des femmes. Et il n'y a pas de raison physiologique qu'on a trouvée qui explique ça. Ce qu'on est en train d'explorer, c'est le côté psychologique où la femme, elle a tendance à plus s'écouter et plus se respecter. Un homme, s'il est parti dans une compétition et qui veut, en course à pied, doubler celui qui est devant lui, avant le haut de la côte, même s'il a mal dans la poitrine, il va quand même le faire. Alors qu'une femme va se dire... C'est fondé ou c'est vous qui le dites ça, sur le fait que c'est psychologiquement, les hommes vont coûte que coûte y aller alors que les femmes vont plus s'écouter? Alors justement, c'est amusant que vous me posiez la question parce que l'article va paraître là dans le mois qui vient. On a repris toutes les principales courses à pied d'Île-de-France, les plus grosses, le marathon de Paris, le semi-marathon de Paris et les 20 km de Paris, pendant 10 ans. 1 200 000 participations. Sur les 1 200 000 participations, il y a eu 17 arrêts cardiaques. Donc vous voyez, c'est rare. C'est rare, mais il y en a quand même 17. Il y en a quand même 17. On parle d'arrêt cardiaque. Hein. D'arrêt cardiaque. Mort subite, arrêt cardiaque. Pas d'accident. Non, c'est vraiment... l'arrêt. Et 15 hommes, 2 femmes. Les 2 femmes sont survivantes d'ailleurs. Donc vous voyez la répartition, 15 hommes, 2 femmes. Et la plupart de ces arrêts cardiaques surviennent dans le dernier kilomètre. Et d'ailleurs, on le sait. Donc on peut imaginer effectivement que ce dernier kilomètre est tellement difficile que il y a juste mentalement, il y a les hommes qui vont s'accrocher, ils ne vont pas s'arrêter. C'est ça que vous dites. Alors, c'est pas ce que je veux le dire, c'est qu'on a mesuré ça, on a regardé dans le dernier kilomètre l'accélération. Et proportionnellement par rapport aux kilomètres d'avant, les femmes ont tendance à accélérer entre 0 et 1 km/h, ce qui est déjà pas mal. Et les hommes ont tendance à essayer d'accélérer plus de 1 km/h. Donc oui, les hommes essaient d'accélérer plus que les femmes. Et je pense que les hommes, peut-être, ont une perception de la douleur différente ou un côté psychologique qui dit, une fois qu'ils sont engagés dans quelque chose, ils ont du mal à se limiter. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est si peu connu finalement, cette mort subite? Est-ce qu'on n'en parle pas assez au grand public pour faire de la prévention? Alors, je me suis posé énormément de fois la question, parce qu'il y a 25 ans, personne ne nous écoutait, même le mot, on disait mais mort subite, mais vous voulez dire mort subite du nourrisson? Non, de l'adulte. Ah non, je vois pas, ça n'existe pas. Ah, Marc-Vivien Foé, le football. Ah oui, et on était obligé de passer par le sport, parce que c'était là, les gens voyaient un de leurs champions, parce que les champions de la société d'aujourd'hui, c'est pas les mathématiciens, les médecins, non. Il y a un message. C'est le footballeur. C'est le footballeur. Oui, bien sûr. Et quand on voit un de ces champions, un footballeur qui s'écroule à la télévision devant tout le monde, là, il y a une émotion collective nationale et on dit il faut au moins faire quelque chose, au moins pendant 2 jours. Et puis après, on réoublie complètement. On passe à autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en est pas occupé? On s'en est pas occupé parce que les gens, en fait, ils meurent, ils votent plus.
Il meurt, on dit finalement sur le plan sociétal, c'est une économie de santé puisqu'il n'y a pas une maladie, il meurt. Voilà, non mais vous savez qu'il y a des. Voilà. Je veux bien vous croire, je veux bien vous croire. Et puis effectivement, c'est difficile à entendre, c'est comme vrai. nous n'avons pas de malades chroniques à montrer dans des émissions, regardez, non, la personne elle est morte. Il est là, il est plus là, et voilà, donc, on passe à autre chose. On a eu énormément de mal en France à prendre conscience que c'était un véritable fléau. Et en plus, ça revient à la question initiale que vous posiez. La plus grande partie des familles, la plus grande partie des cas, les gens préfèrent taire ça. Ils ne veulent plus en parler. C'est tellement douloureux qu'ils enfouissent ça, ils enterrent ça, ils ne veulent plus en parler. D'accord. Alors donc, on en revient à cette première question. Le collectif Le Triomphe du Cœur, ça vous aide, vous, à en parler et en parler aujourd'hui ici au Salon du Cheval de Paris. Quels outils existent aujourd'hui pour évaluer le risque de mort subite? Où en est la recherche? Il y a deux grands, je dirais, types d'outils. Et d'ailleurs, pour reboucler sur ce qui vient d'être dit, Xavier parlait de prise de conscience personnelle et prise de conscience des professionnels aussi. Il y a finalement une façon aussi de dépister les patients à risque de mort subite sans aller voir aucun médecin de façon volontaire. D'accord. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le dépistage opportuniste. Et là-dedans, on va voir qu'il y a un des deux outils principaux, l'imagerie, la génétique. Le premier, l'imagerie, qui va jouer un rôle très important. Aujourd'hui, vous êtes, y compris si vous êtes jeune, surtout si vous êtes sportif, surtout professionnel, vous allez faire toute une batterie d'examens et notamment vous passez un certain nombre d'examens d'imagerie pour autre chose. Et ce qui est très important, c'est la prise de conscience qu'on peut détecter sur ces examens des maladies qui sont à risque de mort subite. Chez les plus âgés, Xavier en a parlé, la maladie athéromateuse, mais également des anomalies de naissance des coronaires. Nous, je me souviens d'une jeune femme qui avait fait le marathon de Paris. Alors, c'était une femme et qui avait fait la mort subite. Et donc, très souvent, nous, on voit ces gens-là en imagerie pour savoir quelle est la cause. Et on avait trouvé, effectivement, chez cette jeune femme, une anomalie de naissance coronaire très grave qui expliquait sa mort subite. Donc ça, c'est des choses qu'on peut savoir de façon complètement opportuniste sur des examens qui sont faits pour autre chose. Donc ça, c'est une prise de conscience extrêmement importante des radiologues et des cardiologues. Il va falloir exploiter cette information. Alors, excusez-moi, il y a un sujet aussi qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est déjà difficile, excusez-moi, c'est déjà très difficile d'obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant quand on est malade, mais alors quand on n'est pas malade, et qu'on a juste envie, et je dis juste, c'est pas le bon terme, envie de justement faire cette initiative-là et d'aller voir ce qui se passe et si tout va bien, ça reste compliqué, non? Alors là, je ne parle pas des examens qui vont être faits pour vraiment directement détecter cette maladie. Je parle d'examens qui sont faits, vous savez, il y a 4 millions de scanners qui sont faits en France tous les ans, du thorax, qui inclut le cœur, et sur lequel on va regarder essentiellement le poumon, et on va complètement oublier de regarder les artères coronaires, de regarder la morphologie cardiaque. Or, on peut dépister de façon complètement opportuniste en population des éléments. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous y faites allusion, c'est des examens qui vont être ciblés sur la maladie. On l'a dit, c'est des maladies qui sont hétérogènes. Il va falloir qu'on ait des outils qui soient spécifiques des différentes maladies, puisque la stratification du risque, il faudra qu'elle soit spécifique. Il y a un dénominateur commun qui est très à risque et on sait qu'il est très dangereux, c'est d'avoir un remplacement des cellules cardiaques par de la fibrose. On a aujourd'hui des techniques d'imagerie, notamment l'IRM, qui permet de façon complètement non invasive, sans rayonnement, de pouvoir visualiser et détecter cette fibrose. Et on est en train, dans des grandes études qui sont lancées, l'étude Optime notamment, sur plus de 1500 sujets, de regarder ça en très grand détail. Et dans une étude de population, la French Biobank, qui vient de démarrer au mois de septembre, d'essayer de comprendre quels sont ces marqueurs de fibrose qui sont peut-être présents dans la population française. On n'avait pas ces données, c'est des données qui sont inexistantes pour l'instant, et donc on est en train de chercher dans la population française si on peut détecter des signatures précoces qui sont à risque derrière de maladies. Ça, c'est pour l'imagerie. L'autre, le pendant, c'est un peu le phénotype, si vous voulez, le mot qu'on emploie en général, c'est-à-dire la caractérisation de la maladie. L'autre, c'est la génétique. Et là aussi, il y a des progrès très importants qui sont faits, avec la possibilité bientôt de pouvoir faire en routine courante. C'est quand même un gros problème, la génétique. C'est souvent, en général, on fait des panels de gènes précis. Il faut attendre très longtemps pour avoir le résultat. Bientôt, on pourra faire l'ensemble des gènes beaucoup plus rapidement. Ça va complètement changer la pratique. Et puis, on commence même à regarder en population générale, dès la naissance, peut-être, la détection
de gènes les plus graves, des mutations les plus graves, et notamment des cardiopathies héréditaires. Et là-dessus, notamment Philippe Charon est impliqué sur ce type de projet. Donc on voit que l'articulation entre ces nouveaux outils d'imagerie d'un côté, de génétique de l'autre, et surtout, moi je crois beaucoup à la combinaison des deux, c'est-à-dire les scores polygéniques d'un côté et puis l'imagerie, ça va probablement nous aider à beaucoup mieux prédire en population générale le risque de mort subite. Et alors, je vois bien pour l'imagerie, mais pour la génétique, ce serait par une prise de sang? Alors pour la génétique, ce serait pour une prise de sang, mais il y a d'autres approches également, par la salive. Il y a des approches un petit peu moins compliquées qu'on peut mettre en œuvre et qui pourront peut-être permettre d'aller un peu plus vite sur l'ensemble de la population. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Il y a des examens qui existent déjà, notamment par exemple sur le VIH, qui est fait systématiquement sur les analyses de sang. Donc on pourrait mettre ça en place de manière systématique à chaque fois qu'une personne qui vient pour une analyse quelconque pourrait faire cette analyse, c'est ça? Alors peut-être. Peut-être. L'idée pour l'instant, c'est des projets pilotes dès la naissance, chercher des mutations pathogènes dès la naissance, et puis également ensuite tester sur ces données, parce que vous imaginez la quantité de données extraordinaires que ça génère. L'intelligence artificielle va nous aider à trouver des signatures de génétique à risque, et notamment dans le projet par exemple cardiaque, c'est un projet qu'on mène actuellement. Le deadline, c'est bientôt, là, c'est fin décembre, à la fin du mois. Des data scientists du monde entier ont fait tourner leur algorithme. C'est à celui qui va gagner. On ne sait pas encore qui va gagner, on saura à la fin du mois, pour trouver la signature la plus performante génétique dans la cardiomyopathie hypertrophique. C'est un exemple de ce qui est en train de se développer aujourd'hui. Alors votre association, Sophia, sensibilise aussi aux gestes qui sauvent. Oui, complètement. En fait, on a une entreprise familiale dans la sécurité privée, dont un centre de formation. On a des formateurs SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3. Et en fait, sur des centres commerciaux dont on fait la sécurité, ils sont très demandeurs. Donc, on a nos formateurs de notre propre entreprise que l'on emmène sur les centres commerciaux et on initie tous les gens qui le souhaitent aux gestes qui sauvent. Et ça mobilise beaucoup les jeunes. Ils sont souvent très intéressés et très curieux par cette initiation. Et en plus, à la fin, ils ont un petit diplôme. C'est toujours assez sympa. Et les centres commerciaux sont très demandeurs. On a souvent une centaine de personnes par jour qui sont là avec nos formateurs. Et c'est vrai que c'est un sujet intéressant, les gestes qui sauvent, notamment dans le milieu du cheval. Complètement. Beaucoup d'accidents, bien sûr, beaucoup de blessures. Et évidemment, les gestes pour sauver une personne en arrêt cardiaque. Et je pensais justement à ces deux femmes dont vous parliez tout à l'heure sur ces courses, sur ces marathons qui ont été sauvées finalement. J'imagine qu'il y avait des personnes qui connaissaient les gestes et qui ont été les premiers maillons pour porter secours. Ça, c'est vraiment important aussi pour vous? Ah, ça, c'est le plus important. Donc là, on n'est plus dans la prévention. Une fois que c'est survenu, comment est-ce qu'on arrive à sauver la personne? Et il faut savoir que le taux de survie, il y a 25 ans, il était de 3% en France. Et on a eu beaucoup de mal à convaincre les pouvoirs publics de modifier l'enseignement. Et il a fallu justement des initiatives individuelles. Et on a été dans des stades, et on a été dans des gymnases, et on a formé des jeunes. Et un moment, ça faisait peur, les gens ne voulaient pas trop que ça se fasse. Et puis finalement, ça a pris. Et on a réussi à imposer justement ces formations de 20 minutes en disant « faut que tout le monde en fasse ». On apprend juste le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Le défibrillateur, c'est fait pour des enfants de 10 ans qui puissent l'utiliser. Mais vous savez sauf qu'en situation de panique, ça peut être compliqué. Avant 2007, vous pouvez savoir qu'en France, on n'avait pas l'autorisation de les utiliser. 2007 Avant 2007. Avant 2007. Il n'y a fait même pas 20 ans. Et oui, c'est très proche. On n'avait pas le droit de les utiliser. Il y a une petite ville, Montbard, où le maire avait décidé d'installer 2 défibrillateurs dans sa ville, alors que c'était interdit. Et vous savez quoi? La Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Et non. Et en fait, finalement, au total, on s'est dit, on peut le faire. Et effectivement, il faut installer des défibrillateurs et il faut faire du massage cardiaque. Donc, quand quelqu'un tombe, il faut appeler tout de suite les secours et commencer un massage cardiaque et vous demander à quelqu'un d'aller chercher le défibrillateur le plus proche. Maintenant, il y en a dans des stades, il y en a... Eh bien, quand on regarde maintenant l'évolution de la survie, alors sur Paris et Petite Couronne, parce que le centre d'arrêt cardiaque, le centre d'expertise mort subite, on collecte tous les cas d'arrêt cardiaque qui surviennent sur Paris et Petite Couronne. On en a 60 000. Et donc on a vu l'évolution de la survie et on est maintenant sur cette zone géographique à
14% de survie. Mais c'est énorme. Moi, je vous avoue que je rêvais de passer 10%. Et là, on est à 14%. Et dans le sport, on avait poussé pour mettre des défrateurs dans les stades et on nous avait dit non, Jouven, vous allez sauver que 25 vies, ça coûtera 200 millions d'euros. Il y a eu des expertises de Bercy qui avaient été faites, etc. Ouais, c'est ça, toujours une question d'argent. Et en disant non, en fait, on en sauve déjà 400. Le taux de survie des sportifs qui font un arrêt cardiaque, il est de 60%. Donc 14%, c'est la population générale. Et quand on fait du sport, c'est 60%. C'est extraordinaire. Et ça, c'est grâce à l'investissement de chacun qui, effectivement, fait un massage cardiaque, le réapprend parce que sinon on oublie se un peu. réinitier. Et il y a des défibrillateurs. Et là, maintenant, ça y est. Essayez maintenant de les retirer dans les stades. Où, les gens disent non, on ne les retire pas. Bah, je vous avoue que moi, un jour, j'ai eu à masser une personne. Ouais. Et de connaître les gestes, j'ai eu beaucoup de sang-froid, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse, de savoir comment le défibrillateur fonctionnait, ça m'a aidé. Cette personne est repartie vivante. Ah, bah, Alors, bravo. c'est pas grâce à moi, c'est les pompiers de Paris qui ont pris le relais. Oui. Mais les premiers gestes étaient quand ils sont même majeurs. ultra importants. Bon, malheureusement, cette personne plus tard est décédée, mais c'était important pour moi en tant que premier maillon de savoir que j'avais quand même fait du bon boulot. Mais Et ça, de rester c'est majeur. spectateur et de ne pas savoir, je pense que c'est terrible. Oui, mais ce que vous avez fait est majeur. Pourquoi? Une fois que l'arrêt cardiaque est survenu, chaque minute qui s'écoule, s'il n'y a pas de massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Donc, au bout de 10 minutes, si rien n'est fait, c'est forcément fini. Et grosso modo, c'est à peu près 5 minutes. Il faut absolument faire le premier massage cardiaque dans les premières 5 minutes, si on veut sauver la personne. Donc, évidemment, dans les 5 premières minutes... ça peut arriver partout, à Oui, n'importe quel moment, mais- y compris dans les centres équestres. Bien sûr. Et dans les 5 minutes, eh bien, il n'y aura pas de pompier, il n'y aura pas de médecin, il n'y aura pas de réanimateur. Non, il n'y aura pas d'urgentiste. Il y a que Il n'y vous. aura que vous. C'est tout. C'est la population qui sera là. Et donc, si ce premier maillon ne tient pas, c'est pas la peine. Vous envoyez un médecin avec une camionnette du SAMU ultra spécialisée. C'est trop tard. Une fois que c'est fini, une fois que c'est un tracé plat, voilà. Donc, il faut absolument, et c'est vous qui êtes concernés, donc formez-vous, apprenez, réapprenez pour effectivement être lucide, parce qu'on perd 50% de ses capacités quand on est confronté Oui, bien sûr, au stress. au stress. Donc, et ça, ce premier maillon, c'est le plus Oui, efficace. prise de conscience collective. Donc la prévention avec effectivement tous ces examens à faire de manière volontaire. Sur la recherche un peu sur la génétique, essayer de parler aussi dans la famille, de savoir est-ce qu'il y a eu des cas, parce que des fois ça peut rester Bien tabou sûr. de ne pas en parler, Volontairement caché. caché parce que c'est trop douloureux, et puis les gestes qui sauvent. Donc apprendre à faire un massage cardiaque, ça prend que quelques heures hein, finalement. Oui, ça peut prendre 20 minutes. Hein. D'apprendre ça peut être C'est enseigné des en 20 gestes minutes. simples, hein, c'est Ouais. des gestes très simples. Et y compris aux enfants. Aux enfants, oui, c'est oui, très bien sûr. important parce que dans les cellules familiales, lors d'événements familiaux, il peut y avoir des drames et c'est là où les enfants peuvent sauver la mise. Complètement, complètement. Tout le monde est concerné. Comment l'association collabore-t-elle avec la communauté scientifique et médicale pour soutenir la recherche ? Donc, on organise chaque année un gala annuel qui a souvent lieu en fin d'année, où là, on a du coup nos professeurs qui interviennent pour rappeler les causes et comment ça évolue. Et puis via des loteries ou des ventes aux enchères pour récolter des dons. Et puis via des causes, via des événements comme le Salon du Cheval tout au long de l'année, où là, la sculpture en l'occurrence, mais sur d'autres événements où on a eu un ami qui a parcouru je ne sais plus combien de kilomètres en vélo et chaque kilomètre était tant d'argent au fonds de dotation. Donc en fait, c'est plein de petites actions qui font la différence. Ouais, il n'y a pas de petites actions. Enfin, je veux dire, oui, pardon, je me suis Il n'y a mal que exprimée. des beaux gestes. Il n'y a que Oui, des non, beaux mais gestes. je Vous comprends avez compris. complètement, bien sûr. Mais Et- voilà, et bravo, chaque Sophia. action, quelle qu'elle soit, c'est toujours important et ça nous aidera à chaque fois. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on aide les recherches. Et vous, personnellement, Sophia, aujourd'hui, comment vous allez ? Écoutez, ça va. Après, c'est à vie. Mais en fait, d'avoir ce fonds de dotation, puis d'être aussi très bien entouré, pour moi, c'est l'entourage qui compte. Et puis, on n'a qu'une vie. Et toute notre vie change quand ça nous arrive. Et on comprend tout le sens d'une vie, surtout. Donc, on profite à fond. Et la vie est trop courte pour ne pas en profiter et pour être en deuil toute sa vie. C'est trop Ouais, dommage, je c'est trouve.
En tout cas, merci d'être Merci venu beaucoup. partager, de parler de la mort subite. C'était très intéressant de pouvoir en parler ici au Salon du Cheval. On rappelle qu'il y a donc cette tombola pour Oui, pouvoir remporter vraiment cette participer. magnifique sculpture. Oui. Quelle valeur a cette sculpture, on sait? Écoutez, elle est entre les 10 et 15 000 euros. Elle est en bronze. Elle est unique. Donc, vraiment. Et on c'est compte. 5 € le ticket C'est de 5 tombola. € un ticket, oui. Et ça ira à la recherche médicale Médicale, pour voilà. pouvoir avancer. Ouais. Et donc, alors j'aurais plein d'autres questions, mais évidemment, Bien sûr. le temps passe. Pas de problème. Malheureusement, en tous les cas, si vous avez envie de poser vos questions, eh bien, vous regardez, vous avez des chercheurs, des professeurs internationaux qui pourront répondre à vos questions. Merci Sophia. Merci à vous. On vous Merci souhaite infiniment. un bon salon. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très vite ici, toujours en live sur le plateau télé du Salon du Cheval de Paris. À très vite.